Je pensais que mon problème était le téléphone, mais je commence à me demander si c'était pas plutôt mon besoin de remplir chaque moment de vide. Peut-être que derrière le besoin de scroller se cache parfois autre chose. La difficulté de se retrouver seul avec soi-même, avec ses incertitudes, ses inquiétudes, ses déceptions. Peut-être que scroller nous permet pendant quelques instants de détourner le regard, d'oublier ce qui nous préoccupe, de mettre sur pause certaines émotions que nous n'avons pas envie d'affronter. Depuis que j'ai commencé ce défi, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Le téléphone n'était souvent que la dernière étape d'un automatisme. Je termine une tâche, je prends mon téléphone, j'attends que le café soit prêt, je prends mon téléphone, je m'assois quelques minutes, je prends mon téléphone, comme si chaque espace vide devait être immédiatement rempli, comme si quelques secondes de silence étaient devenues inconfortables. Au début du défi, je pensais simplement réduire mon temps d'écran. Je ne m'attendais pas à découvrir à quel point certains gestes étaient devenus automatiques. Plusieurs fois par jour, je me surprends encore à chercher mon téléphone sans raison particulière, pas parce que j'ai un message, pas parce que j'ai besoin d'une information, simplement parce que mon cerveau a appris à combler le moindre instant d'attente. Et lorsque je résiste à cette impulsion, il reste quelque chose. Un vide. Quelques secondes de flottement. Une forme d'inconfort difficile à décrire. Comme si je ne savais plus quoi faire de ces moments. Pendant longtemps, j'ai cru que ce vide était le problème. Alors je cherchais à l'occuper, à le remplir, à le faire taire. Mais aujourd'hui, je me demande si ce vide n'essaie pas simplement de me parler. Car lorsque je cesse de le fuir, certaines pensées remontent à la surface. Des inquiétudes, des regrets, des questions laissées sans réponse, des rêves que j'avais mis de côté, des projets que je n'ose plus vraiment regarder. Je crois que pendant longtemps, j'ai essayé de faire taire ces pensées à coups de distraction. Une vidéo, une publication, quelques minutes de scroll, puis quelques autres, et encore quelques autres, jusqu'à ce que les minutes deviennent des heures. Pourtant, malgré tous les rêves que nous avons, malgré tous les projets que nous imaginons, il arrive que nous choisissons l'immobilité. Non pas par manque d'envie, mais parce que il est parfois plus facile de se distraire que de risquer l'échec. Plus simple d'occuper son esprit que de ressentir l'amertume, la tristesse ou la frustration qui accompagnent certains de nos renoncements. Alors nous fuyons, ou du moins nous cherchons ailleurs quelque chose qui apaise momentanément ce que nous ressentons. Dans des distractions sans fin, dans des vies qui ne nous appartiennent pas, dans des mondes soigneusement mis en scène, des décors impeccables, des maisons parfaitement rangées, des pots aussi lisses que de la cire, des repas dressés comme dans des restaurants étoilés, et des instants choisis parmi les plus beaux moments d'une existence. Et à force de regarder ces fragments de vie, je me demande parfois si nous ne finissons pas par oublier la nôtre, la vraie, celle qui est imparfaite, celle qui hésite, celle qui avance lentement, celle qui nous appartient vraiment. À force de regarder la vie des autres, il devient parfois difficile d'habiter pleinement la sienne. Sur les réseaux, tout semble beau, plus simple, plus rapide. Les maisons paraissent plus lumineuses, les corps plus parfaits, les carrières plus accomplies, les journées mieux remplies. Alors sans même nous en rendre compte, nous commençons à comparer notre réalité à des images qui ne racontent qu'une partie de l'histoire. Et cette comparaison silencieuse finit parfois par nous voler quelque chose. La capacité de voir ce qui existe déjà. Parce qu'il est difficile d'apprécier son jardin lorsque l'on regarde constamment celui du voisin. Difficile d'aimer son rythme lorsque l'on observe la vitesse des autres. Et difficile d'accepter son propre chemin lorsque l'on ne voit que le résultat final du leur. Faire face au vide reviendrait peut-être à regarder cette vie en face, à accepter nos faiblesses, une santé qui change, une jeunesse qui s'éloigne, une énergie qui n'est plus tout à fait la même. Faire face au vide reviendrait aussi à se confronter à l'avenir que nous voulions avoir et que nous n'avons finalement pas, aux versions de nous-mêmes que nous pensions devenir, aux chemins que nous n'avons pas empruntés, aux projets qui ne se sont jamais réalisés, et ce n'est pas toujours facile. Mais depuis que je scrolle moins, quelque chose a commencé à changer. Je ne suis pas devenue plus productive, je ne me suis pas transformée du jour au lendemain. Je n'ai pas trouvé toutes les réponses, mais je remarque davantage les petites choses. Le café du matin, le bruit de la pluie contre la fenêtre,
le parfum d'un repas qui mijote, la terre entre mes doigts lorsque je rempote une plante, ou la lumière qui traverse une pièce. Ces moments qui semblaient ordinaires lorsque mon attention était ailleurs. Et je commence à comprendre que la vie est peut-être là. Pas dans ce que je pourrais devenir, pas dans ce que j'aurais dû accomplir, pas dans l'existence idéale que j'avais imaginée, mais ici, dans cet instant, dans cette maison, dans ce corps et dans cette journée imparfaite. Peut-être que la vie que nous voulions n'est pas forcément celle qui nous convient. Peut-être qu'à force de poursuivre une version idéalisée du bonheur, nous passons à côté de celui qui est déjà là. Plus discret, plus simple, moins spectaculaire, mais bien réel. Alors aujourd'hui, je n'essaie pas seulement de remplir le vide, j'essaye simplement de l'écouter. Et parfois, lorsqu'on lui laisse un peu de place, le vide cesse d'être un manque. Il devient un espace pour respirer, pour ressentir, mais surtout pour vivre.